Madame, Messieurs, bonsoir. Frédéric Puzin, je suis le président de Quorum. On va attendre que les dernières personnes s'installent. Voilà, donc je vais cet après-midi vous parler d'immobilier, mais peut-être d'une façon dont vous n'avez pas souvent entendu parler. Quorum gère des produits d'épargne depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Et on a eu une trajectoire assez atypique sur un marché qui est un marché un peu poussiéreux, qui était celui des SCPI, en ayant une approche concentrée avant tout sur le rendement, la performance et la valorisation. Et cette histoire, je vais vous l'expliquer. Et on a reçu à nouveau cette année le prix de la meilleure SCPI diversifiée par le magazine Le Particulier, donc votre journal. Et nous en sommes à la fois extrêmement fiers et c'est aussi porteur de beaucoup d'engagement. Puisque l'épargne qui nous est confiée, c'est une épargne qui s'inspire, enfin qui se projette sur le long terme. L'épargne, c'est votre travail, c'est vos efforts passés, c'est votre carrière, et c'est de l'argent qui va servir à financer vos projets, vos retraites. Donc c'est pour nous une grande responsabilité. Et c'est donc dans ce contexte qu'on gère nos produits d'épargne, avec un engagement total et en pleine conscience des responsabilités que nous avons. Donc, je vais vous parler de nos SCPI. La SCPI, vous la connaissez sans doute. On a aujourd'hui une publicité un peu plus grande sur ce produit. C'est au départ un produit assez poussiéreux qui a connu beaucoup de vicissitudes dans le passé. C'est un produit qui peut paraître compliqué. Le mot SCPI, c'est assez obscur. Mais je vais essayer de vous rendre ça le plus clair possible. On va d'abord parler du fonctionnement d'une SCPI, comment ça fonctionne. Et puis je vais parler de nos 2 SCPI que nous gérons aujourd'hui. Et dans un dernier temps, je répondrai à vos questions. Alors, une SCPI, on en entend encore une fois beaucoup parler. Ça marche comment? En fait, c'est très simple. C'est l'immobilier. Ça n'est ni plus ni moins que de l'immobilier. C'est un fonds, donc sous forme de société, dans laquelle des épargnants s'associent pour acheter un patrimoine immobilier. Pour faire ce travail d'investissement, de gestion de la société, mais aussi des immeubles qui sont achetés, vous avez une société de gestion qui est un gérant, en l'occurrence Quorum. Et on gère ce patrimoine sur le long terme, avec une perspective à la fois d'avoir des revenus très stables dans le temps. Alors les revenus, c'est quoi? Il n'y a qu'un seul type de revenu dans une SCPI. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y en a pas d'autres. Ce sont les loyers des immeubles. Net des charges, puisque comme tout immeuble, il y a des charges qui peuvent être à la charge du propriétaire. Et puis, dès qu'on a touché le loyer, on vous le restitue. Alors, chez Quorum, on le restitue tous les mois sous forme de dividendes. Donc, c'est assez simple en définitive. Et le fonctionnement relève plus de la société telle qu'on peut la rencontrer un peu partout sous n'importe quelle forme, et non pas de fonds. C'est-à-dire que c'est assez compliqué à toujours identifier ce que peut être une SICAV, ce que peut être un FCPI. Mais là, pour le coup, la SCPI, c'est une grosse SCI en fait. Vous êtes associé, vous épargnant, et vous placez votre argent dans des immeubles. Et ces immeubles fournissent un loyer, ces immeubles s'apprécient, et nous, on vous restitue la performance que dégagent ces immeubles sous forme de rendement. Comment on est passé de SCPI qui était en fait ni plus ni moins, il y a encore quelques années, qu'en définitive, des sociétés qui géraient des immeubles de façon très passive et de façon très classique et qui ressemblaient plus à l'administration de biens pour le compte d'associés dans le cadre d'un investissement collectif, à aujourd'hui des fonds qui sont gérés de façon extrêmement dynamique, avec une perspective de maximisation des revenus et de maximisation de la valeur des immeubles. Donc en 1970, création des SCPI. Le rendement moyen des SCPI, aujourd'hui, il est d'environ 4%. Et il était un peu plus élevé dans le passé en fonction des marchés immobiliers. Et encore, il y a très peu de temps, il y a encore 6 ans, 5 ans, 99% du patrimoine était en France, avec une répartition donc, géographique qui était essentiellement parisienne et puis aussi un peu en province. Donc c'était un produit très classique, un produit, on va dire, de rente et un produit qui subissait un peu les cycles immobiliers. Donc en 2012, on a proposé au marché, aux épargnants,
un produit qui était innovant pour plusieurs raisons. Souvent, la SCPI, comme souvent dans les produits immobiliers, hein, on va raconter une histoire. On raconte une histoire immobilière. Les Français sont extrêmement attachés à l'immobilier. Et il y a une grosse confusion qui est faite, je dirais, de la part de nous tous, nous épargnants, nous citoyens, et qui est un lieu commun français, la pierre valeur refuge. Alors je sais que pour certains d'entre vous, vous avez entendu parler de ce sujet-là ce matin, mais vous avez devant vous une personne qui ne croit pas du tout en la pierre valeur refuge. La pierre, c'est tout sauf une valeur refuge. Par contre, c'est une valeur tangible. La valeur d'un immeuble, ça bouge exactement comme n'importe quel autre investissement. Il n'y a rien de certain. L'essentiel, c'est d'acheter au bon moment, et si on doit revendre, de revendre au bon moment, afin de faire des plus-values et d'éviter les moins-values. Mais la grosse force de l'immobilier par rapport à tous les autres placements, et c'est la grande force de la SCPI, c'est que votre actif, vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. Et le revenu que vous tirez à travers un immeuble, il vient de l'économie réelle. C'est-à-dire que c'est une vraie entreprise qui paye des vrais loyers, et vos seuls revenus viennent de l'économie réelle. Donc en définitive, on a des choses extrêmement concrètes. Et derrière ce mot compliqué de SCPI, ça n'est ni plus ni moins que l'immobilier qui fertilise économiquement le pays, qui fertilise l'Europe et qui fait que les entreprises ont des outils pour y mettre leurs bureaux, gérer leur exploitation, gérer leur recherche et développement, exploiter des hôtels, exploiter des plateformes logistiques, exploiter des hôpitaux. Donc on est vraiment en connexion avec l'économie réelle et de mon point de vue, c'est comme ça qu'on doit considérer l'immobilier. Après, il y a une autre forme d'immobilier qui n'est pas notre approche de l'immobilier, qui consiste à faire des plus-values en passant la patate chaude d'un investisseur à un autre. Ça, c'est l'immobilier financier, qui peut avoir différentes formes. L'immobilier que vous avez en bourse sous forme de foncière, en définitive, c'est plus, vous êtes plus collé à la volatilité des marchés financiers, indépendamment de la valeur des actifs. Et pour illustrer mon propos, je vais vous donner l'exemple de juin 2007, où les foncières comptées avaient une appréciation de leurs actions qui était 50% supérieure à celle véritablement du portefeuille des immeubles, tel que les experts immobiliers les valorisaient. Et en mars 2009, les mêmes foncières avaient une valorisation moyenne de leurs actions inférieure de 50% à la valeur réelle du portefeuille immobilier. Donc on était vraiment exposé, on est toujours exposé dans les foncières à ces marchés financiers. La SCPI, rien de tout ça. La SCPI à capital variable, je vous expliquerai ensuite la différence entre les différents types de SCPI, mais les SCPI à capital variable de quorum, la valeur de l'action, la valeur de la part, elle est tous les ans collée à la valeur des immeubles. Et évidemment, une valeur d'immeuble peut monter et elle peut baisser. Et toute la proposition qu'on a faite à l'époque, c'est pas de raconter une histoire immobilière, c'est de proposer une performance. Et la performance de 2012, c'était faire une SCPI avec 6% de rendement. Et comment on fait une SCPI avec 6% de rendement? Eh bien, on a une ouverture à l'investissement qui est la plus large possible. Pourquoi? Parce qu'un bon investissement, quel que soit le domaine, il faut avoir le maximum de choix possible. Il faut avoir au minimum la concurrence des investisseurs. On l'a tous vécu dans notre vie. Le jour où on veut acheter une résidence principale, quand on veut vraiment acheter dans un quartier très précis, et si vous avez beaucoup d'acheteurs, vous aurez sans doute beaucoup plus la pression du vendeur qui va vous demander d'acheter vite, qui sera sans doute beaucoup moins conciliant en termes de négociation sur le prix, que dans une situation dans laquelle vous avez moins d'acheteurs que de vendeurs. Donc pour ce faire, à l'époque, en 2012, les SCPI n'achètent qu'en France et essentiellement à Paris. Nous, on constate que le marché immobilier devient de plus en plus cher, déjà en 2012, et on se dit qu'une bonne façon d'éviter de subir la pression des autres investisseurs et d'un début d'excès d'argent, c'est de pouvoir investir sur une zone la plus large possible. Évidemment, plus votre champ d'action est large et plus vous avez de chances de faire de bonnes affaires. Ensuite, il y a aussi des convictions. Il y a des convictions sur des pays. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous parler de ces convictions sur les pays qui aujourd'hui peuvent paraître des évidences, mais qui à l'époque pouvaient paraître pour aider des paris. 2013, on a été les premiers investisseurs étrangers, en tout cas européens, et en tout cas les premières SCPI, à acheter des actifs en Espagne. 2013, l'Espagne. Alors, on va me dire, 2013, l'Espagne, c'est quand même une drôle d'idée. Non, ce n'est pas une drôle d'idée. Nous considérons en 2013 que l'Espagne, parmi tous les pays européens, notamment les pays du Sud, y compris la France, qui ont eu à faire face à la crise financière, a fait de gros efforts macroéconomiques. Tous les Espagnols ont payé très cher cette crise. L'économie a été,
on va dire, purger de ses excès, notamment sur le marché immobilier. Et il y a des prix de l'immobilier qui sont très faibles comparativement à un contexte historique. Deuxièmement, un gérant de SCPI, il n'est pas là pour prendre de risques, il est là pour assurer des revenus et faire en sorte qu'au moment où il achète, il ait une perspective de revendre plus cher. Donc on va chercher des immeubles dans lesquels on est sûr d'avoir des baux très long terme. Donc un bail très long terme, c'est 10, 15, 20 ans, dans lequel le locataire ne peut pas partir. Ça évite d'avoir des taux d'occupation trop faibles, d'avoir de la vacance. Donc un immeuble sans locataire, on n'a pas de revenus. Et deuxièmement, d'être certain que le loyer soit payé, parce que c'est très bien d'avoir des baux très long terme, c'est très bien d'acheter en bonnes conditions, mais si le locataire ne vous paye pas le loyer au bout d'1 an ou 2 ans, vous avez tout perdu. Donc, on va chercher des immeubles en Espagne, marché déprimé, immobilièrement, avec des locataires, filiales de groupes allemands, dont le loyer est garanti en Allemagne. Et ces mêmes immeubles, on les a revendus plus tard à des investisseurs français en dégageant des plus-values de l'ordre de 25%. On a eu les mêmes convictions aux Pays-Bas, et ainsi, on a joué les différents cycles immobiliers. Donc ça conduit, au bout de 6 ans maintenant, à être investi dans 12 pays différents, à avoir environ 120 locataires, 100 immeubles. Donc une extrême diversification. C'est-à-dire qu'imaginons demain que l'immobilier à Paris se casse la figure, on a investi en Allemagne, on a investi en Finlande, on a investi en Irlande, on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. Donc ça, c'était une des deuxièmes idées du lancement de cette SCPI, c'était de se dire, donnons-nous le plus de chances possible de faire de bonnes affaires, minorons les risques en évitant de mettre tous nos œufs dans le même panier, et puis on va ainsi pouvoir jouer les cycles immobiliers. Tout à l'heure, je vous parlais de l'Espagne. On achète au plus bas, on revend quand le marché remonte. Entre-temps, on prend des rendements très élevés. On a fait la même chose aux Pays-Bas. Par exemple, on a acheté en 2015 un Novotel tout neuf à Schiphol, qui est l'aéroport international d'Amsterdam, deuxième aéroport européen, bail de 25 ans ferme, garanti par le groupe Accor, avec un rendement de 7,1%. Aujourd'hui, le même immeuble, si on devait le revendre, il se revendrait sur une capitalisation de l'ordre de 5%. Donc ça veut dire que potentiellement, on a fait une plus-value de plus de 20%. Alors ce qui est très compliqué par contre à expliquer, c'est comment on ne raconte pas d'histoire dans l'immobilier, mais comment on promet une performance. En tout cas, on s'engage sur une performance. C'est vrai qu'on a tous des idées sur l'immobilier, on a tous des certitudes, mais à la fin de la journée, je pense qu'il faut faire une distinction forte entre l'immobilier qui est l'immobilier personnel, sa résidence principale, sa résidence secondaire, et puis notre épargne. L'immobilier comme vecteur d'épargne. Et de ce point de vue-là, il n'y a que les chiffres qui en définitive comptent, et sur le très long terme. Et ces chiffres, ils doivent en même temps correspondre à un projet d'épargne. La SCPI n'est pas un produit court terme. La SCPI, c'est comme tous les produits immobiliers, c'est un produit qui n'est pas liquide. Alors, pas liquide comme la bourse, c'est la liquidité de l'immobilier. Quand vous faites de l'immobilier en direct, dans un but locatif, le jour où vous voulez revendre votre appartement, vous avez des délais incompressibles avec les notaires, les délais de vente, de commercialisation. Un immeuble, dans le monde professionnel, ça se revend au plus rapidement en 3 mois, au plus long peut-être en 9 mois, 12 mois. Mais en tout état de cause, ce n'est pas comme revendre une action, une obligation ou aller prélever de l'argent sur son PEA. Donc l'immobilier, c'est un placement long terme. Moi, je considère qu'un bon placement immobilier, il faut plutôt le voir en moyenne sur 8-10 ans. Après, dans un patrimoine très diversifié avec plus de 100 immeubles, on peut à un moment ou à un autre se dire un de ces immeubles, je vais les vendre un peu plus vite pour sécuriser mes plus-values. Mais donc la SCPI, considérons que c'est un investissement long terme. Les rendements qu'on a dégagés maintenant depuis 2012 sur la première SCPI qu'on a créée qui s'appelle Quorum Origine, ils sont compris entre 6,3 et 6,45%. On a à plusieurs reprises versé des dividendes exceptionnels, donc en plus de ce rendement. La SCPI regroupe aujourd'hui de mémoire plus de 22 000 associés, elle pèse 1,5 milliard d'euros. Et elle a également comme particularité d'investir tous les ans des montants qui sont ce qui lui permettent de tenir ses performances. C'est-à-dire que si on considère à un instant donné, une année donnée, que le rendement ne peut pas être tenu avec tel ou type d'immeuble sur tel ou type de marché, eh bien, on préfère minorer ce qu'on appelle la collecte. En fait, on va ralentir l'ouverture aux épargnants sur ce produit.
Donc ça n'est pas un produit qui est complètement ouvert, c'est un produit dans lequel on fait rentrer le nombre d'épargnants que nous considérons capables de servir en investissement correctement et donc en maintenant la performance dans le temps. Donc depuis 3 ans, on limite la collecte de ce produit à environ 300 millions d'euros. C'est ce qu'on se sent capable aujourd'hui chez Quorum d'investir pour maintenir cette performance supérieure à 6% et une appréciation de la part de 1 à 2% par an. Pour illustration, je vais peut-être vous présenter le petit film qu'on a fait sur nos investissements 2017. Et puis je reviendrai ensuite sur la façon dont on fait ces investissements, parce qu'on peut se poser une question, comment ces gens-là peuvent-ils, depuis la France, investir dans 12 pays européens ? Alors normalement, il y a une petite bande-son. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement diversifié. Vous aurez aussi noté que les rendements qui sont en moyenne de 7,6% nous permettent de conclure rapidement que servir 6%, c'est largement atteignable. Deuxième point, vous avez pu voir que les durées des baux sont extrêmement lents. En moyenne, on est à près de 9 ans. Donc ça permet aussi d'avoir une bonne visibilité sur les revenus locatifs du futur. Les locataires sont toutes des grandes entreprises, souvent des entreprises cotées. Donc on n'a pas de sujet d'impayés.
Depuis 2012, le taux d'occupation moyen de cette SCPI n'a jamais été inférieur à 99%. Donc là encore, c'est plus simple d'avoir des bons rendements quand vous avez un très fort taux d'occupation que lorsque vous avez un taux d'occupation plus faible. Donc des baux très long terme, des grandes entreprises qui limitent le risque d'impayé, tout ça nous donne une très bonne visibilité. Cette année, cette SCPI, en 2018, va avoir un rendement sans doute proche ou supérieur de 7%, notamment grâce à un dividende d'exploitation qui va être aux environs, donc les revenus tirés directement des loyers nets de toutes les charges, supérieurs à 6,5%, presque 6,6%, et puis des dividendes exceptionnels qui sont dus à des plus-values qu'on dégage en vendant des immeubles. Alors notamment, on vend beaucoup en France parce que le marché immobilier français est très cher, exagérément cher. Je pourrais tout à l'heure développer plus ce point, mais pour vous le dire simplement, en France, il y a beaucoup de gros investisseurs institutionnels qui ont énormément d'argent. Et donc, comme il y a très peu d'actifs à vendre, il y a une pression inflationniste. Et la question est de se dire, mais le prix des immeubles augmente alors que les loyers ne bougent pas ou très peu. Donc mécaniquement, ça fait baisser les rendements. Et cette situation est due à une seule chose, c'est dû au taux d'intérêt très bas. Donc si à l'époque on avait dit Quorum n'investit qu'en France, eh bien en fait on ferait comme tout le monde, on subirait la pression du marché français, qui est un marché extrêmement cher et qui en définitive, de mon point de vue, est un marché à risque, puisque le jour où les taux d'intérêt vont remonter, les mêmes investisseurs considéreront qu'acheter à 3, c'est sans doute, ou à 4, aujourd'hui c'est beaucoup trop cher, et voudront acheter un peu moins cher. Donc on va avoir une baisse du marché. Et derrière tout ça, il n'y a aucune anxiosité maladive, il n'y a aucune crainte fondamentale sur le marché français, c'est juste une vision sur le long terme des cycles immobiliers et une illustration aussi du fait que l'immobilier n'est pas une valeur refuge. Encore une fois, c'est une valeur tangible, mais c'est un produit d'épargne comme un autre dans lequel il faut savoir jouer sur les cycles et éviter d'être trop exposé sur les marchés chers et au contraire favoriser les marchés qui offrent des opportunités plus intéressantes à l'investissement. Et en France, le marché étant cher, on revend les actifs qu'on a achetés il y a 5 ou 6 ans, qui ont fait des plus-values et on réinvestit dans d'autres pays. Alors, cette SCPI qui était très innovante à l'époque, elle a donc une limite, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, son développement est limité puisqu'on on limite la collecte à 300 millions d'euros par an maintenant depuis 3 ans. Donc, le nombre d'épargnants pouvant accéder à ce produit est limité. Et donc, on a réfléchi à l'étape d'après. Et l'étape d'après, ça a été... Tiens, tu peux peut-être revenir sur la slide précédente. Voilà. Juste pour rappeler qu'on a donc, pour la deuxième année, gagné les victoires d'or de votre magazine et on en est extrêmement fiers. Et donc tout ça m'amène à vous dire que dans un univers limité, comment est-ce qu'on fait pour trouver encore des solutions d'investissement? Alors, on a passé l'étape suivante qui consiste à sortir de la zone euro. Alors la zone euro, vous allez me dire, oui, mais vous exposez un risque qui est celui de la devise. La devise est un risque, mais l'immobilier aussi est un risque. Et donc, notre objectif, c'est de faire exactement avec l'immobilier ce qu'on va reproduire dans la devise. Les devises ont des cycles, comme les immeubles, comme les actions. Il y a des moments où elles sont très basses, il y a des moments où elles sont très hautes. Aujourd'hui, par exemple, aller investir en Suisse pour un Européen est quelque chose d'extrêmement risqué. En tout cas, s'il a son patrimoine libellé en euros et qu'il est résident fiscal français, puisque le franc suisse est extrêmement cher historiquement. Et donc, le risque d'appréciation du franc, de l'euro, de dépréciation du franc suisse, ferait que vous prenez un risque en capital. A contrario, un pays aujourd'hui comme l'Angleterre, avec le contexte qu'on connaît, une livre qui est historiquement très faible, offre une opportunité d'investissement à la devise. Donc, tout comme on ne s'est jamais obligé à investir dans un produit, dans un pays ou dans un autre, quand on a créé Quorum Origine, on ne s'est jamais obligé à investir hors de France, on a juste dit qu'on irait chercher les opportunités. Eh bien, avec Quorum XL, XL pour extra large, hors de l'Europe, hors de la zone euro, on se donne la liberté et la possibilité d'aller investir dans des pays où à la fois le marché immobilier est intéressant, donc en bas de cycle, et dans lequel la devise est aussi intéressante. Et l'idée, c'est de combiner les deux sur le très long terme et de savoir être mobile. C'est-à-dire que quand le marché immobilier remonte et où la devise remonte, eh bien savoir prendre ses bénéfices et réinvestir dans d'autres pays. Donc on a créé cette SCPI en 2007
Elle a un objectif de rendement un peu inférieur parce qu'elle a comme objectif de dégager un peu plus de plus-value grâce à l'effet devise. Donc l'objectif de rendement est de 5%, avec un objectif de valorisation globale, rendement plus appréciation de la part de l'ordre de 10%, ce qu'on appelle un TRI. Et en 2017, pour la première année, cette SCPI a dégagé un rendement supérieur à 6,50% et a, dès son premier anniversaire, augmenté son prix de part de 1,5% de mémoire. C'est une SCPI qui fait déjà une capitalisation, qui a déjà atteint une capitalisation de 150 millions d'euros. Elle a déjà 10 immeubles dans 7 pays, donc elle est déjà extrêmement diversifiée. Elle a commencé à investir hors de la zone euro et le rendement que l'on prévoit pour l'année 2018 est proche de 8%. Alors, vous allez me dire, mais comment ces gens-là font pour faire de l'immobilier à 8% de rendement? Quand je dis 8%, c'est le revenu locatif. Ce n'est pas le loyer plus l'appréciation des immeubles. Ça n'est que le revenu locatif. L'explication, elle est très simple, encore une fois. Quand vous allez vous positionner sur des pays dans lesquels vous considérez que vous êtes en bas de cycle, eh bien, vous déportez le problème du rendement et vous avez accès à des produits dans lesquels il y a très peu de compétition entre les investisseurs et même des opportunités puisque les gens sont plus vendeurs qu'acheteurs. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est une stratégie extrêmement risquée parce que si tout le monde quitte le navire, c'est qu'il y a un problème. Je considère, et nous considérons chez Quorum, que le Brexit est un accident de parcours dans l'Angleterre, mais les fondamentaux de l'Angleterre restent le même. C'est un marché. L'Angleterre est un pays extrêmement fort. C'est un pays qui fait le lien entre l'Europe continentale et les États-Unis notamment. Il suffit d'aller à Londres, visiter les banques et les intermédiaires. On voit encore la puissance de l'Angleterre. Beaucoup de fonds arrivent en Angleterre, Asie, Proche-Orient. Ça reste un pays refuge pour le coup. Et on pense qu'à 3-4 ans, le Brexit sera au pire qu'un mauvais souvenir. Et peut-être que même beaucoup plus tôt, on va avoir une remontée de la livre. Et pendant le même temps, eh bien, les investisseurs étant très moutonnier, et on ne peut pas reprocher à un investisseur d'être moutonnier, il est toujours difficile et compliqué de se dire qu'on ne prend pas le chemin des autres. Mais quand on regarde objectivement les fondamentaux de l'économie anglaise, le rapport entre les loyers et le coût des immeubles, ce qu'offre aujourd'hui le marché immobilier hors de Londres, ce sont de superbes opportunités. Pour autant, Londres n'a pas été contaminé encore par ce phénomène parce qu'il y a encore énormément d'argent. Peut-être que d'ici le 9 mars, on verra une évolution du marché londonien, mais le marché anglais, aujourd'hui, combinant la devise, donc la livre très faible, historiquement très faible, et des immeubles, notamment en province, dans les grandes villes de province, offre de vraies opportunités. On a donc investi dans 3 villes, Birmingham, Leicester et Belfast. Alors, je vous donne un exemple d'immeuble qu'on a acheté en Angleterre. Ça, c'est celui de Birmingham. Voilà, on a une durée de bail de 10 ans et un rendement acte en main de 6,55. On a un locataire, pour la petite histoire, la petite anecdote, qui est comment dirais-je, le coyote avant l'heure. Dans les années 1920, les Anglais avaient déjà un problème, c'est qu'ils avaient des problèmes d'excès de vitesse sur les routes. Et les propriétaires de véhicules à moteur s'étaient associés dans une association qui s'appelle le Double A, pour poster des factotums afin de prévenir les conducteurs de potentielle présence de policiers qui contrôlaient la vitesse à l'époque, je ne sais pas comment. Et donc, ils ont dévoyé la législation anglaise. Ils en ont profité pour monter une compagnie d'assurance. Et aujourd'hui, c'est un des premiers assureurs automobiles anglais, un des premiers réseaux de dépanneurs et de garagistes, et aussi d'auto-écoles. Voilà, donc une superbe entreprise qui a près de 70 ans maintenant et qui correspond tout à fait à l'État et à l'esprit britannique. Donc voilà, c'est ce type d'investissement qu'on fait en Angleterre et que nous allons continuer à faire dans cette région. On verra ensuite. Pour l'instant, les États-Unis ne font aucun sens. Le dollar est beaucoup trop cher. Il est cher non pas relativement par rapport aux autres devises. On a plutôt un euro qui est plutôt décoté et la montée des taux aux États-Unis ne risque pas de favoriser l'évolution de l'euro. Donc on ne s'oblige pas à investir à l'étranger, on ira à l'étranger que si ça offre de belles opportunités. Pour l'instant, les USA sont de côté, on regarde d'autres pays. Le Canada semble offrir de belles opportunités, en espérant que les annonces d'accord récemment entre M. Trump et M. Trudeau ne vont pas faire remonter le dollar canadien. Voilà, on est vraiment très attentif aux évolutions du contexte macroéconomique et des grands mouvements. Et en définitive, l'immobilier, ça n'est jamais rien que ça.
L'immobilier, c'est avant tout un locataire qui paye un loyer, et puis idéalement un investisseur qui après vous achetez plus cher que ce que vous avez acheté. J'ai essayé de vous faire un panorama assez complet et exhaustif de notre vision de l'immobilier. Je suis bien conscient que ce n'est pas une vision très répandue. Ce n'est pas une approche qui est celle qu'on va généralement entendre ou percevoir, ou qui est sa propre compréhension. Nous, ça correspond à nos convictions. On est extrêmement pragmatique. On n'a pas d'affect par rapport à un objet immobilier. L'immobilier n'est là qu'au service de nos épargnants. Et notre objectif, c'est d'en faire un produit d'épargne le plus performant possible. Voilà, donc je suis à disposition pour répondre à vos questions, qui, je l'espère, seront nombreuses. Pardon ? L'immobilier est une fiscalité que vous connaissez sans doute, qui est celle de la SCPI, comme tous les autres produits immobiliers. Vous êtes au revenu foncier et vous êtes assujetti à l'IFI, à moins que vous n'achetiez vos parts de SCPI en démembrement sous forme de nue propriété, qui vous exonère à la fois de l'impôt sur le revenu et à la fois de l'IFI. Oui ? Alors, j'ai une question. Vos produits... Pardon. Non. À cet instant, on est certain que ça n'est pas le cas. Jusqu'à ce qu'il y ait un texte qui sorte. Monsieur posait la question de l'IFI, la nue propriété, et je confirme que la nue propriété ne rentre pas dans l'IFI. Quel est, s'il vous plaît, le canal de distribution de vos produits et y a-t-il un marché secondaire ? Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Il n'y a pas de marché secondaire puisque nos fonds sont des SCPI à capital variable. Qu'aujourd'hui on lève sur un véhicule, on va s'élever cette année, il y a à peu près 330 millions d'euros d'épargne qui vont être confiés à Quorum Origine et je pense environ pas loin de 200 millions d'euros à Quorum XL. Donc vous pouvez vendre vos parts à l'instant, dans la minute, même si je ne vous recommande pas de les vendre dans la minute puisque ce n'est pas la vocation du produit. Et sur la deuxième question, écoutez, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes officines ou sur notre site internet. Par contre, on n'est pas vendu ni par les banques. Et une autre particularité, c'est qu'on n'est dans aucun support d'assurance vie. On ne veut pas d'assureur vie chez Quorum. Ce n'est pas un délit de sale gueule, c'est juste une incompatibilité, nous semble-t-il, entre un assureur vie et une SCPI, dans la mesure où la SCPI, l'assureur vie, en fait, va très rapidement représenter une grosse part dans une assurance vie, et que justement, pour des problèmes de liquidité, on peut facilement comprendre qu'un assureur vie qui, du jour au lendemain, souhaiterait quitter une SCPI pour des raisons qui lui appartiennent, et indépendamment de la performance, viendrait créer un problème de liquidité. Ça s'est déjà produit dans le passé dans certaines SCPI. Ça a créé beaucoup de problèmes, et nous ne souhaitons pas entrer dans cette démarche. Et puis ensuite, vous pouvez aussi comprendre qu'un assureur vie qui détiendrait via ses contrats 20%, par exemple, du capital, tenterait sans aucun doute de faire de l'entrisme, notamment dans les organes de surveillance, et par là même tenterait d'influer, pour des raisons qui lui appartiennent ou non, sur la stratégie d'investissement. Et nous souhaitons être libres. Avec Quorum. Pardon ? Bien sûr. Vous venez de me montrer qu'avec Quorum XL, on s'éloigne de l'Europe, on quitte l'Europe. Je suis curieux de savoir comment vous arrivez à gérer ça. Vous avez des représentants dans les différents pays. Comment ça se passe ? Alors, votre question est très intéressante, monsieur. Je vais vous livrer une anecdote. Quand on a investi la première fois hors de l'Europe, j'ai un de mes grands confrères qui m'a attrapé par le bras et qui m'a dit « Mais comment tu peux sérieusement aller investir hors de France ?» Et je l'ai attrapé par le bras et je lui ai dit « Écoute, toi qui ne vas pas plus loin que 3 minutes, tu ne t'éloignes pas plus de 3 minutes du périphérique parisien pour faire un investissement, jusqu'à présent, comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux aller investir à Lyon ? Quelle est objectivement la différence entre la connaissance du marché lyonnais pour un investisseur parisien et du marché barcelonais ? Il n'y en a aucune. Il y a certes des réglementations différentes, des lois fiscales différentes, de l'urbanisme différent,
Mais tout ça, c'est relativement à la fois harmonisé. Et puis, il y a des conseils. On n'est pas des spécialistes de tout. Donc, on se fait aider dans chaque pays par des spécialistes sur tous ces sujets. Après, l'autre question, c'est comment faites-vous pour trouver un bon actif à l'étranger? Voilà. Alors, la première réponse, c'est que la SCP a une vertu, c'est qu'elle n'est pas endettée. Donc, elle a de l'argent liquide. Elle a du cash. Donc, elle peut acheter très vite. Ça, c'est le point numéro 1. Le deuxième point, c'est que chez Coron, on n'a pas la pression de l'argent, on n'est pas pressé d'investir, puisqu'on limite la collecte en fonction de ce qu'on est capable d'investir. Donc, on est des gérants très chanceux, parce que l'argent ne nous brûle pas les doigts. Si on n'investit pas, on ne collecte pas. Ce n'est pas l'inverse. Donc, on prend notre temps. Et quand on a le temps, eh bien, on peut s'entourer des meilleurs conseils, on peut prendre le temps de regarder différents actifs. Et puis, surtout, vous avez aussi la possibilité d'avoir dans votre entreprise différents acteurs, différents types de nationalités. Chez Corum, aujourd'hui, il y a 6 nationalités différentes. On est implanté dans 7 pays différents. Donc tout ça, ça a pris du temps, ça a coûté beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, c'est une vraie force. Et en fait, on se sert de votre argent comme d'un facteur accélérateur de particules, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs sur ces marchés professionnels qui mettent de la dette pour améliorer la performance. Fatalement, quand vous achetez à 4% pour améliorer la rentabilité, vous allez mettre de la dette, vous allez jouer l'effet de levier. Quand vous dites, moi, attendez, j'ai pas de problème de dette, je peux acheter cash, fatalement, le vendeur, il va vous regarder avec des yeux un petit peu différents parce qu'il sait que ça va pouvoir aller plus vite en termes de... Il n'y a pas de conditions suspensives. Et puis, vous allez aussi pouvoir négocier peut-être un peu mieux le prix parce que vous allez pouvoir le payer et faire l'opération très rapidement. Et pour être complètement transparent, on va plutôt voir des vendeurs qui sont pressés de vendre plutôt que des vendeurs qui ne sont pas pressés de vendre. Donc, on joue sur ces 2 tableaux. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un réseau quasi intégral en Europe, de très bonnes relations et de très bonne réputation, parce que quand on fait un investissement, on l'exécute. Dès lors que ce qui nous a été annoncé correspond à ce qu'on constate dans le cadre de nos diligences, on exécute très rapidement l'opération. Les droits de rentrée sont de 12%, les frais de gestion sont de 12%, et hors de la zone euro, c'est 16%. Et les performances que je vous annonce sont nettes de tout droit. Quand je vous dis que le rendement depuis 6 ans a été entre 6,35 et 6,45, c'est net de tous les frais, bien entendu. Monsieur, s'il vous plaît, sur le plan de la fiscalité, étant donné que vous investissez dans des pays qui n'ont pas la même fiscalité qu'en France, est-ce que lorsque vous achetez des SCPI, vous pouvez bénéficier de cette fiscalité réduite a priori? Alors, je vais faire tomber un mythe. Il n'y a aucune fiscalité favorable à acheter des parts de SCPI qui investissent à l'étranger. Aucune. Je sais que c'est un argument qui est souvent mis en avant, mais malheureusement ou heureusement, alors l'Europe fiscale n'est pas faite, hein, on va se le dire clairement dans cette salle. Il n'y a pas d'Europe fiscale. En revanche, le système fiscal français est assez bien construit. Le Trésor est bien comptable de ses deniers, puisqu'en fait, il va calculer ce qu'on appelle un revenu mondial. Et si vous faites une économie d'impôt dans un pays par rapport au taux fiscal que vous auriez en France, il va venir vous remettre une couche d'impôt complémentaire pour vous ramener au même niveau. En revanche, si vous avez payé un peu plus d'impôts qu'en France, ce qui est rarement le cas, il va vous rendre l'argent sous forme de crédit d'impôt. Il y a une seule chose qui est vraie, pour certains pays, c'est CSG-CRDS. Mais pour ça, il va falloir que vous soyez dans une tranche d'imposition qui fasse que l'économie que vous allez faire sur la CSG et CRDS soit rentable. En gros, il faut être au-delà de 24% de taux d'imposition. En deçà, il n'y a pas d'économie particulière. Et ça ne marche pas dans tous les pays européens, parce que vous avez raison, madame, c'est excessivement diversifié et complexe. C'est essentiellement lié à 2 ou 3 pays européens. Il n'y a pas d'optimisation fiscale à acheter des parts d'une SCPI qui investit hors de France. Alors, les dividendes, en fait, nous, on paye pour vous l'impôt que vous devez à l'étranger. Donc, vous n'avez pas de démarche particulière. On vous verse un dividende qui est brut et on déduit l'impôt qu'on a payé pour vous à l'étranger.
C'est comme si en France, vous aviez un prélèvement à la source sur les revenus locatifs que vous avez de vos parts d'autres SCPI qui sont purement investis en France. En définitive, la France est vraiment un animal à part en Europe. Dans tout le reste de l'Europe, c'est le prélèvement à la source pour les revenus fonciers. Il n'y a qu'en France où vous avez une imposition qui est postérieure au paiement du loyer. Donc tout ça est parfaitement comparable. C'est le même taux d'imposition et c'est le même système, mais le taux de rendement que je vous donne est un taux de rendement comme pour une SCPI française, qui est un taux de rendement bien évidemment avant impôt. Alors pas les impôts fonciers dus par la SCPI, hein. Évidemment ils sont comptés dans ce rendement. Ce que vous dites, d'après enfin, j'ai peut-être mal compris, ça fait une double imposition quand c'est à l'étranger. C'est-à-dire, si vous payez, vous, les impôts à l'étranger, il nous reste, nous, à payer les impôts en France. Ça fait une double imposition. Non, vous allez, admettons que vous ayez un taux d'imposition à 45%. On va prendre un pays, par exemple les Pays-Bas. Les revenus fonciers aux Pays-Bas vont être taxés aux environs de 25%. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait à peu près ça. Si vous avez, vous, en France, un taux d'imposition à 40%, l'État français va vous remettre une couche de 15 pour vous ramener à 40. Il va tout niveler, en fait. Si, par contre, dans un pays, par aventure, j'en ai pas encore vu, ou si vous avez un taux d'imposition à 25% et que dans un pays, on est à 33%, l'État français va vous donner un crédit d'impôt qui va vous ramener à votre taux d'imposition français à 25%. Donc, il va vous rendre de l'argent. Alors, on reçoit annuellement un relevé détaillé, pays par pays. Alors, c'est même mieux que ça. On vous fait ce qu'on appelle un IFU, un tableau extrêmement détaillé qui vous donne pays par pays le détail et les montants à renseigner en bloc dans toute votre déclaration. Oui, on fait ce travail pour vous parce qu'autrement, on n'aurait pas beaucoup de fidèles. C'est bien trop compliqué. Bonjour. Peut-on acheter des parts à crédit? Et dans ce cas-là, si c'est oui, quels sont les avantages? Alors, vous pouvez acheter des parts à crédit, bien entendu. Les avantages, c'est que si vous arrivez à négocier un bon crédit, vous allez avoir un différentiel avec le taux de rendement de la SCPI qui va vous donner en fait un revenu marginal qui va vous permettre de rembourser le capital en fait beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est une façon d'acheter les parts de SCPI. Il y a cette possibilité. Pour les gens qui ne souhaitent pas, par exemple, obérer leur capacité d'emprunt pour une résidence principale, vous pouvez aussi, nous on propose un système qui s'appelle le plan d'épargne immobilier. Donc si vous prenez par exemple Quorum XL, vous achetez une part à 185 € et après, vous pouvez mettre en place un dispositif, vous allez sur notre site internet et à partir de 50 € par mois, vous pouvez abonder et acheter des pourcentages de parts de SCPI, ce qu'on appelle des millièmes de parts de SCPI. Donc vous pouvez moduler ça tous les mois, vous pouvez mettre 60 € par mois, puis arrêter pendant 6 mois, remettre 3 000 €. Enfin, tout ça est parfaitement modulable. Donc on a certains clients qui, effectivement, certains épargnants qui mettent de la dette parce qu'ils ont une surface financière qui ne vient pas perturber leur taux d'endettement pour eux dans leur vie de tous les jours. Et puis on a d'autres clients avec un patrimoine plus modeste qui ne souhaitent pas venir obérer leur capacité d'endettement et qui utilisent cette solution. Je m'excuse, vous avez dit au début, pardon. Oui. Vous avez dit au début, on vous verse finalement un dividende tous les mois. Oui. Et là maintenant, vous êtes en train de parler de revenus fonciers. Alors est-ce que c'est des dividendes ou est-ce que c'est des revenus fonciers? Non, enfin alors, le dividende de la SCPI, ça n'est que de l'immobilier. C'est du revenu foncier sur le plan fiscal. C'est pas du dividende alors? On vous paye ce qu'on appelle un dividende sur le plan du droit des sociétés. Je suis désolé du jargonnage, mais fiscalement, c'est un revenu foncier. D'accord. Merci. Mais ce n'est pas un dividende fiscal. Vous avez raison, monsieur. Exactement. Alors, je reformule votre question, puisque tout le monde ne vous a peut-être pas entendu. Donc, effectivement, si vous financez l'acquisition de vos parts de SCPI avec un emprunt, les intérêts de l'emprunt seront déductibles. Pas d'autres questions? Écoutez,
écoutez, je vous donne rendez-vous sur le stand Quorum si vous voulez que l'on vous parle un peu plus de nos SCPI ou si vous avez toute autre question sur ma présentation. Merci beaucoup.